Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 23 juin, le grand jour du référendum au Royaume-Uni. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Brexit. Quel Brexit ? En effet, imaginons que vous ayez décidé de partir en vacances le week-end suivant la publication des chiffres du chômage aux États-Unis. Mettons que vous êtes parti le 4 juin. Et vous vous dites, bon, il faudra quand même que je sois de retour pour le 24, histoire de voir un petit peu comment les marchés se comportent avec le résultat du référendum. En fait, depuis le vendredi 3 juin, il s'est strictement mais rien passé du tout. Vous avez quitté votre travail pour partir en vacances avec un CAC à 4425, 4445, et aujourd'hui, vous le retrouvez entre 4425 et 4445. Alors, entre-temps, il n'y a pas eu de mauvais chiffres du chômage aux États-Unis, il n'y a pas eu de chute de la productivité, il n'y a pas eu une banque centrale du Japon qui dit non, maintenant, je ne peux plus rien faire, de toute façon, rien ne marche. Vous n'avez pas eu non plus Janet Yellen vous annonçant que les actions sont probablement survalorisées. Le premier aveu de la sorte depuis 30 ans, sortant de sa bouche. Non, il ne s'est rien passé depuis le 3 juin dernier. Et surtout, on n'a jamais eu peur que le Brexit l'emporte, puisqu'on est revenu autour de 4425, 4445. Alors pour ceux qui étaient là et qui nous ont suivis, oui, effectivement, on a vu le CAC à 4110. Mais bon, derrière, il a repris 330 points en l'espace de 5 séances, sans aucun volume d'ailleurs. Tiens, les volumes, il faut en reparler. Parce qu'hier soir à Wall Street, le S&P 500, qui avait ouvert en hausse de 0,3, termine en baisse de 0,15. Bref, c'est anecdotique. Mais ce qu'il est moins, ce sont les volumes. Hier, le S&P baisse, mais personne n'a rien vendu. Même chose d'ailleurs pour le Dow Jones. Que s'est-il passé à la place ? On a vu le VIX, l'indice du stress, exploser de plus de 15%. Pour s'envoler vers 21. Alors je vous le traduis en langage clair, les gérants ne vendent rien parce que d'après les sondages commandés par les hedge funds, ceux qui ne sont pas officiels mais que les investisseurs connaissent, l'Angleterre va rester dans le Royaume-Uni ainsi que l'Écosse, etc. Donc on ne vend pas de papier, mais comme on ne sait jamais, les sondages se sont tellement trompés, on couvre les positions, on achète des puts. Et là on paye une prime de malade, on achète très très cher une couverture parce qu'on n'a pas vendu le papier. Alors, quand le CAC 40 est passé de 4444 à 4410 du 3 juin au 16, il y a quand même eu un petit peu de volume. Mais alors à la remontée, rien du tout. Ça veut dire que personne n'a vraiment payé l'hypothèse d'un Royaume-Uni restant dans l'Union européenne. Pourquoi ne pas payer alors qu'on avait pourtant, semble-t-il, des cours extrêmement attractifs ? Parce qu'après le Brexit, on va s'intéresser ce week-end au référendum en Espagne, avec un basculement probablement à gauche toute. Puis derrière, on reparlera peut-être de l'indépendance de la Catalogne. On n'a pas fini de s'intéresser aux soucis géopolitiques à travers l'Europe. Alors, comme hier, nous avions déjà observé que le CAC, revenu au-dessus de 4400 points, n'avait quasiment aucun potentiel de hausse au cas où il n'y aurait pas de Brexit, ça sera tout simplement le fait accompli. Nous nous sommes dit que le risque-reward, c'est quoi ? Risque de revoir le CAC à 4005 ou alors de le voir décrocher brutalement. Donc, nous avions recommandé en couverture l'achat de BX4 lorsque le CAC était à 4005. À l'époque, il valait pas loin de 9 €. Eh bien, on est 2% plus bas et pourtant, les BX4 sont encore moins chers aujourd'hui. On peut les acheter aux alentours de 8,65, 8,70. Même chose pour les BXX, le tracker bear de l'Eurostoxx, qui vaut désormais moins de 7,50.
Étant donné que nous avons un risque de 2% à la hausse, autrement dit de perdre 4% sur nos BX4 et nos BXX, et que symétriquement le risque il est de 7% immédiatement à la baisse et probablement davantage quand on verra que le risque de dislocation de l'Europe commence à préoccuper les marchés. Donc il y a évidemment plus d'argent à gagner à la baisse qu'à la hausse, même si on voit bien que les marchés jouent le Brainman gagnant. Si jamais il y a Brexit, alors les banques centrales ont dit qu'elles vont intervenir, qu'elles vont tout faire. Ah bah ça, qu'elles y aillent, qu'elles fassent tout et surtout qu'elles injectent. Ça serait la meilleure nouvelle qu'on pourrait avoir sur l'or. Donc si l'once devait chuter vers 1250, faudrait pas hésiter à se repositionner. Alors on va pas vous dire sur des ETF or, le mieux c'est effectivement quand même de détenir de l'or physique. C'était un petit peu la thématique de notre conférence à Paris vendredi dernier. Nous allons terminer avec les marchés obligataires. Eh bien, hier, alors que nous avions une volatilité de folie sur les actions, avec les fameux 30 points perdus au fixing, sur l'obligataire, ça n'a pas bougé du tout. Mais, d'un point de vue technique, le 10 ans américain n'est pas repassé au-dessus des 1,70, ce qui constituait le plancher depuis le mois de mars dernier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les taux longs étant toujours bas aux États-Unis, on anticipe une croissance médiocre, voire peut-être une amorce de processus récessif. On est toujours sous les 1,70, on est toujours sous l'ex-support. Autrement dit, il y a de la place pour aller derrière chercher 1,40, voire 1,25. Alors, cette hypothèse, évidemment, 1,40 ou 1,25, on l'oublie complètement dans un premier temps s'il n'y a pas de Brexit. Mais s'il y a un Brexit, sachez qu'il y a aussi un potentiel de hausse mécanique, nous en sommes d'accord, sur les dettes d'État. Alors ça sera de la bulle, purement et simplement, mais c'est le prix du coffre-fort. Mais entre deux coffres-forts, nous préférons de très loin l'or.